J'espère que vous m'entendez bien. Comme on vient de vous le dire, je suis chercheur au CNRS et ce soir, je voudrais vous parler un petit peu de ce qui motive mes recherches. J'espère que vous êtes nombreux ici à aimer, comme moi, la nature. Je vois quelques hochements de tête, ça m'arrange parce que mon propos ce soir va tourner essentiellement autour de la nature. Je pense que certains d'entre vous aiment partir la découvrir, cette nature, en se baladant ou en voyageant. Et bien ce soir, je vous propose de voyager un petit peu, justement, pour tenter de la redécouvrir, cette nature, peut-être sous un autre angle. On est bien d'accord, la nature, elle est belle, mais elle n'est pas que belle. Et on peut le voir avec ces images derrière moi, elle est également diverse. Et probablement que sa beauté tient à sa diversité. Diversité. Oui, mais elle est pleine de copieurs aussi, la nature, pleine d'imitateurs. Moi, on m'a toujours dit, depuis que je suis tout petit, que c'est vraiment pas bien de copier. Je me demande si on ne m'a pas dit un petit peu n'importe quoi. Regardez ces trois organismes. Ils usent tous les trois d'une stratégie adaptative dite d'imitation qu'on appelle le mimétisme. Regardez par exemple cet insecte, je ne sais pas si vous le voyez ici. Vous voyez, c'est un phasme qui, en imitant l'aspect d'une brindille, réussit à se camoufler et réussit comme ça à échapper à ses prédateurs, oiseaux ou rongeurs. Cette araignée, avec son habillage de frelon, elle réussit comme ça à passer plus ou moins inaperçue vis-à-vis de ses proies, et ça lui permet de doubler le nombre de ses captures tout en restant au centre de sa toile. Et puis enfin, cette orchidée sauvage, en imitant l'aspect de certains insectes, va réussir à les attirer, et les insectes croyant venir copuler, en fait, vont tout simplement polliniser la fleur. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire en voyant ces images? Est-ce que ces organismes sont de vilains copieurs ou tout simplement est-ce qu'on voit ici le résultat d'une ingénieuse nature? Je pense que vous voyez où je veux en venir. Copier, imiter, finalement, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout quand il s'agit de la nature. Déjà au XVIIIe siècle, un écrivain allemand qui s'appelait Gotthold Lessing disait que toute imitation de la nature ne peut pas être un défaut. Et je pense qu'on peut même aller encore plus loin en disant que imiter la nature peut même procurer des bienfaits à son imitateur. On vient de le voir, ça permet à certains de se reproduire, à d'autres de se nourrir, à d'autres de se protéger. Et puis, mais parlons de nous un petit peu. Tous ici, on est des imitateurs en puissance. Déjà tout petit, enfant, c'est en imitant nos parents et notre entourage qu'on a appris à marcher, qu'on a appris à parler, et puis petit à petit qu'on a appris à interagir avec nos congénères en bonne intelligence au sein de sociétés organisées. C'est en imitant nos sportifs préférés qu'on s'améliore en sport, c'est en imitant nos pairs qu'on s'améliore dans notre travail, qu'on améliore et diversifie nos compétences. Certains font même de l'imitation leur métier, et en général on adore ça. Pour se divertir, on peut également imiter la nature. Est-ce qu'il y a des pêcheurs de truites ici? Vous savez que les pêcheurs de truites préparent, pour bon nombre d'entre eux, eux-mêmes leurs appâts ou leurs leurres et leur donnent l'aspect d'un insecte pour attirer le poisson. Vous avez tous en tête l'image de la pêche à la mouche. Les naturalistes ornithologues qui aiment aller observer les oiseaux dans leur milieu naturel, bon nombre d'entre eux savent imiter le chant des oiseaux pour attirer les oiseaux qu'ils veulent observer. Et s'ils ne savent pas imiter ces chants, ils peuvent disposer d'appâts. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de se divertir, on pourra en demander encore un petit peu plus à la nature? Voici Janine Benyus, derrière moi, une scientifique américaine qui a théorisé, vers la fin des années 90, tout l'intérêt qu'aurait l'homme à intégrer dans ses conceptions tout le génie de la nature. Une idée dont Léonard de Vinci a probablement été le pionnier. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme ou le bio-inspiration. Le biomimétisme, ça veut dire s'inspirer de la nature pour créer, concevoir de nouveaux systèmes, de nouvelles solutions technologiques, de nouvelles solutions thérapeutiques, et tout ça en respectant la biosphère et la biodiversité. Alors on va prendre un exemple tout de suite pour qu'on voit bien tous de quoi on parle. Je vous ai dit qu'on allait voyager, alors choisissons le domaine de l'aéronautique. On va retourner au XVe siècle et on va encore parler de Léonard de Vinci, qui élabore les premiers plans des machines volantes battant des ailes comme des oiseaux. Il ne va pas aller jusqu'à construire ces machines, mais ces machines vont tout de même permettre à un général de Napoléon, en 1801, de réussir à voler en battant des ailes sur près de 300 mètres, tout en ne se cassant finalement qu'une seule jambe à l'atterrissage.
Un peu plus tard, au XIXe siècle, Clément Ader, le premier qui a réussi à faire voler des objets plus lourds que l'air, eh bien lui, pour réussir à mettre au point ses prototypes, il s'est en fait inspiré des ailes des chauves-souris. Et puis, plus près de nous, vous avez peut-être remarqué, comme on le voit ici, que de plus en plus, l'extrémité des ailes des avions est pourvue d'ailettes, comme celle-ci. En fait, ces ailettes réduisent l'envergure globale de l'appareil, limitent les forces de frottement avec l'air, et par là même, finalement, facilitent la pénétration dans l'air de l'avion et réduisent le coût énergétique du vol, réduisent la consommation en kérosène, ainsi que la pollution en même temps. Alors, bien sûr, ce n'est pas aussi efficace que ne plus avoir d'avion du tout, mais c'est vraiment un bon pas dans le bon sens. Et il y a fort à parier que tout ça vienne du biomimétisme. Regardez, ces ailettes sont directement inspirées des rémiges primaires des grands rapaces, ces plumes qui, pour améliorer le vol de l'oiseau, se replient vers le haut comme ça dans certains moments de son vol. Et finalement, à l'avenir, on pense que les avions ressembleront de plus en plus à des oiseaux. Alors, je ne voudrais pas multiplier les exemples où l'inspiration de la nature aide la technologie, mais je vais quand même vous en citer comme ça quelques-uns qui me paraissent relativement marquants. Des inspirations qui permettent d'améliorer, de produire des économies énergétiques. Pensez par exemple au bec profilé du martin-pêcheur, qui a inspiré le design du nez du TGV japonais pour une meilleure pénétration dans l'air. Pensez aux termitières en Afrique, dont l'autoventilation leur permet de rester constamment à une température de 25-30 degrés, alors quelles que soient les températures extérieures, qui peuvent monter jusqu'à 50 en journée et descendre jusqu'à 0 la nuit. Il y a des inspirations de la nature qui nous amènent aussi du confort. Pensez à la feuille de lotus. La feuille de lotus, elle présente la particularité de repousser si efficacement les molécules d'eau que l'eau ruisselle à sa surface en entraînant toute molécule de poussière qui pourrait s'y trouver. Eh bien, la feuille de lotus a inspiré des revêtements auto-nettoyants pour les vitrages, par exemple. Et puis enfin, il y a des inspirations qui aident à améliorer notre sécurité. Et là, je vais vous parler du bombix du mûrier, le papillon du ver à soie. Alors lui, il a des antennes absolument extraordinaires qui lui permettent de détecter un partenaire sexuel à plusieurs centaines de mètres de lui. Si on remet ça à notre échelle, c'est comme si nous, ici, à Paris, on pouvait détecter une personne susceptible de nous plaire et qui serait en train de se promener en ce moment à Versailles, c'est-à-dire à 20 km d'ici. Eh bien, en s'inspirant des antennes de ce papillon, on réussit maintenant à détecter des explosifs. Par exemple, on réussit à détecter 800 molécules seulement de TNT diluées dans 10 millions de milliards de molécules d'air. C'est-à-dire que ça, c'est 1000 fois mieux que ce qu'on réussissait à faire avant d'imiter cet animal. Et comme ça, il y a des dizaines d'exemples qu'on pourrait citer où l'inspiration de la nature permet d'améliorer la technologie, de la rendre plus performante et plus économe. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans mes recherches, c'est la santé. Et je vous présente ici, à gauche, Claude Bernard, le père de la biologie et de la médecine expérimentale, et à droite, Auguste Krogh, prix Nobel de physiologie et médecine. Le premier a travaillé plutôt dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le second dans la première moitié du XXe. Eh bien, tous deux ont développé finalement la même idée que je résume par cette phrase ici. La solution pour résoudre un problème de biologie ou de médecine se cache forcément chez une espèce animale. Bien sûr, aujourd'hui, on sait qu'ils avaient raison. Et au-delà des animaux, on sait aussi que les solutions se cachent chez d'autres types d'organismes, chez des micro-organismes, chez des plantes, par exemple. La nature, elle est pleine de solutions pour les chirurgiens, par exemple. Pensez à la moule qui s'accroche coûte que coûte à son rocher dans l'eau, quoi qu'il arrive. Eh bien, elle réussit cet exploit en produisant une substance qui est aujourd'hui une des colles les plus puissantes connues. Une colle qui n'est pas polluante et qui permet des sutures absolument parfaites en chirurgie humaine. Un autre exemple, le ver de vase, ou le ver arénicole pour ceux qui connaissent. Alors lui, il n'est pas capable de respirer quand il se retrouve à marée basse. Et pourtant, il est capable de survivre dans cet état-là pendant plusieurs heures. Comment fait-il ? Des équipes ont réussi à montrer, en l'étudiant, qu'il possédait une hémoglobine dont le pouvoir oxygénant est 50 fois plus fort que notre hémoglobine à nous. C'est-à-dire que son hémoglobine entraîne avec elle davantage de molécules d'oxygène, ce qui lui permet de supporter toutes ces heures de marée basse.
Eh bien, à partir de l'hémoglobine de ce ver, on a réussi à développer une hémoglobine universelle. Universelle, ça veut dire qu'elle est transfusable à tout le monde. Et en plus, cette hémoglobine permet de bien mieux conserver les greffons, par exemple. La nature, c'est aussi une énorme pharmacie. Vous savez que pour bon nombre de médicaments, les principes actifs ont été découverts dans la nature, dans des arbustes, dans des arbres, dans des fleurs, dans des venins d'animaux, par exemple. Et tous ces médicaments-là, aujourd'hui, permettent de traiter des maladies aussi diverses que le paludisme, le diabète, l'hypertension artérielle ou même, dans certains cas, certains cancers. On est en hiver, je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà eu quelques petites infections et vous avez probablement déjà pris des antibiotiques. Est-ce que vous savez ce que c'est que les antibiotiques? Est-ce que vous savez d'où ils viennent? On peut retourner à l'Antiquité, puisqu'à l'Antiquité, on avait déjà découvert comment traiter certaines infections avec des moisissures. Eh bien, dans ces moisissures, il y a des micro-organismes qui produisent des molécules qui sont capables de s'attaquer à d'autres micro-organismes. Et ça, ce sont les molécules antimicrobiennes et les molécules antibiotiques. Et depuis l'Antiquité, on a redécouvert de nombreuses molécules aux propriétés antimicrobiennes dans bon nombre d'organismes, par exemple dans des champignons, ce qui me permet de citer la célèbre pénicilline, mais on en a retrouvé également dans d'autres types d'organismes, par exemple dans des papillons, ou même récemment dans des oiseaux. Alors là, on se rapproche un petit peu de ce qui m'intéresse moi vraiment dans mes recherches, c'est-à-dire essayer de comprendre par quels mécanismes certains animaux sont capables de supporter des conditions qui, pour nous, humains, seraient extrêmes. Un exemple, à votre avis, on a ici un manchot royal sur l'archipel de Crozet. À votre avis, comment a réussi cet oiseau qui a seul incubé son œuf pendant près de 3 semaines, tout en gardant sa température corporelle élevée comme d'habitude? Eh bien, comment a-t-il fait pour maintenir en parfait état ce qui lui restait de nourriture dans l'estomac pour pouvoir, comme on le voit sur la photo, s'en servir, le régurgiter pour nourrir son poussin à l'éclosion? Eh bien, en étudiant ce phénomène, on a découvert que, bien sûr, il a arrêté tous les processus de digestion, il a diminué la motilité gastrique, c'est-à-dire tous les mouvements que son estomac aurait pu faire, il a maintenu dans son estomac un pH élevé, et on a découvert qu'il a également produit, au niveau de l'estomac, une molécule aux propriétés antimicrobiennes. En effet, on a montré que cette molécule, qui porte aujourd'hui le joli nom de sphénicine, est capable de s'attaquer à des micro-organismes tels que le champignon Aspergillus ou la bactérie Staphylocoque doré, qui sont responsables de graves infections chez l'homme. Reste aujourd'hui à s'inspirer de cette molécule pour développer et tester des nouveaux médicaments. Et puis, encore un exemple, qui celui-là, vraiment pour le coup, va me tenir à cœur, puisqu'au centre de mes recherches depuis plusieurs années, l'ours brun. Cet animal est absolument fantastique à plus d'un titre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de sa capacité à rester tapi dans sa tanière, sans manger, sans boire, sans même bouger, pendant près de la moitié de l'année, sans quasiment perdre de masse et de force musculaire. Nous, si on reste sans manger pendant de longues périodes, ou si on reste inactif pendant de longues périodes, on va forcément perdre du muscle. Et pire, la perte de muscle chez l'homme et le manque d'activité, il a été montré qu'elles sont directement responsables de certaines pathologies, comme l'obésité, comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires, par exemple. Aujourd'hui, l'OMS range le manque d'activité physique au 4e rang des facteurs de risque de mortalité dans le monde. Aujourd'hui, le manque d'activité physique tue autant que la cigarette. Eh bien, en étudiant la biologie, la physiologie de l'hibernation chez l'ours, on cherche comment soigner l'homme. Et parmi divers mécanismes que nous avons déjà découverts, nous avons notamment montré que certaines molécules qui circulent dans le sang des ours, pas n'importe quand, en hiver, sont capables de protéger du muscle humain. Il nous reste aujourd'hui à identifier, à isoler ces molécules pour pouvoir tester de nouvelles thérapies. Alors, je vous avais dit qu'on allait redécouvrir la nature au début de cette présentation, sa richesse, sa diversité, sa beauté. Vous voyez que sa beauté, elle tient aussi dans le fait que c'est une extraordinaire source de connaissances et de progrès. Et quand on y réfléchit, c'est peut-être qu'une demi-surprise, parce que finalement, la nature, elle a eu des millions d'années pour évoluer, pour s'adapter à tous les changements climatiques ou à tous les environnements possibles, pour tester et ne retenir
que les solutions qui marchent. Et tout ça, on le redécouvre aujourd'hui avec le biomimétisme. À l'avenir, peut-être qu'imiter la nature, ça pourrait bien se révéler finalement une stratégie gagnant-gagnant pour améliorer notre technologie et notre santé, comme on vient de le discuter. Mais mieux connaître la biologie de nombreuses espèces, ça va nous aider aussi à mieux savoir comment les protéger, comment les conserver, et donc à mieux lutter contre l'érosion de la biodiversité. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de protéger la biodiversité, c'est extraordinaire, encore une fois, source d'idées, source d'innovation. Étudions un maximum d'espèces, et finalement, je pourrais résumer tout ce que je veux dire en paraphrasant une citation qui, encore une fois, est attribuée à Léonard de Vinci. Apprenons de la nature, c'est vraiment là que se trouve notre futur. Et je vous remercie.